Je vous propose maintenant que nous passions donc à la première session donc de présentation des cas d'études et de mise en débat, hein, des programmes de recherche de Popsu Territoire, de la troisième session. Et donc pour le premier débat, qui va donc tourner autour du sujet des ressources, alimentation, paysage et eau. Les ressources sont-ils le socle de nouvelles relations entre les territoires? Merci Marie-Hélène. Alors on va débuter ce Tour de France effectivement par Tournu. Tournu, c'est une... Tournu, absolument. C'est une petite ville, 5562 habitants. Vous allez nous présenter dans quelques secondes. C'est une ville avec un tissu associatif extrêmement dense qui s'est opposé, je crois, à l'occasion de la dernière campagne municipale, à la construction notamment d'un centre commercial. C'est l'aventure qu'on va essayer de vous révéler à travers un film, puisque les agences CAPA sont allées tourner un reportage sur ce territoire. Je vous propose de le découvrir en images. Tournu, c'est une petite ville de Saône-et-Loire et qui est à mi-chemin entre deux villes moyennes, Châlons au nord, Mâcon au sud. C'est une ville qui a perdu des habitants sur une quarantaine d'années. On est passé de 7000 à 5600 habitants, mais qui bénéficie encore d'une dynamique locale avec des services de proximité. C'est une ville qui a un fort ancrage aussi culturel sur la question de l'alimentation, puisqu'il y a différents restaurants étoilés, 2 je crois aujourd'hui. On n'est pas loin du territoire de la Bresse, là c'est plutôt pour l'élevage, pour les volailles. On a bien sûr le vin aussi qui est extrêmement important en termes agricoles dans le paysage de Tournu. Et puis il y a une forte activité associative. On compte à Tournu environ 120 associations qui forment un tissu assez dense pour cette petite ville. Donc la problématique, dans le cadre de Popsu, c'est justement comment faire de la question alimentaire un enjeu de développement territorial. C'est-à-dire en permettant à différents publics de se fédérer et puis de pouvoir choisir une alimentation mais qui aurait des retombées à la fois économiques, sociales et culturelles. Le maire qui nous précédait avait pour projet principal de construire une nouvelle grande surface commerciale. C'était la 5e, puisqu'on en a déjà 4. Et on estimait que vraiment, ça faisait trop. C'était vraiment l'engorgement. Et qu'un territoire ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Il faut aussi laisser la place à d'autres circuits de distribution qui sont plus courts, qui sont plus vertueux, qui favorisent la production locale et qui améliorent la qualité des produits qu'on mange tous. Ce qui nous a intéressés, c'est que la question alimentaire était sur le devant de la scène, était mise, comme on dit, à l'agenda politique de cette municipalité qui a voulu engendrer une dynamique. Bien manger, c'est vivre en bonne santé, mais c'est aussi l'emploi. On développe aussi l'autonomie par rapport aux multinationales. On touche au sujet des transports, de la production, de la libération de carbone, du réchauffement climatique. Vous voyez, tous les sujets de notre vie quotidienne sont impactés à un moment donné par l'alimentation. Il y a un enjeu aussi, parce que derrière le partage de ce patrimoine appropriable par le plus grand nombre, il y a aussi un enjeu de démocratisation de l'alimentation. Et en fait, si on regarde un petit peu les expériences de vie, est-ce qu'on peut en faire une façon de créer un public qui serait intéressé pour réorienter la trajectoire de développement du territoire. C'est un petit peu cet enjeu qu'on a appelé de capacitation territoriale. Comment relier toutes ces expériences de vie? C'est comment fédérer ces expériences collectives, ces expériences sociales, pour en faire un projet politique. Je suis installé depuis 83. On a 240 vaches à la traite matin et soir. Parallèlement à ça, on fait de la volaille de Bresse. C'est une exploitation très diversifiée. Le circuit pour le lait, c'est pas compliqué, c'est 100% en coopérative. Ils nous ramassent le lait tous les 3 jours. Les poulets, donc on a un abattoir qui nous en prend à peu près 300 tous les 15 jours. Et parallèlement à ça, on fait de la vente à la ferme, c'est-à-dire que les gens nous commandent des volailles.
L'industrialisation, le développement des transports, le développement de la conservation des aliments sont un petit peu les piliers en fait de notre système moderne, délocalisé, mondialisé. Ils sont porteurs en fait d'éléments bénéfiques dans un premier temps. Au XIXe siècle, au fur et à mesure que le réseau de voies ferrées se développe en France, mais plus généralement en Europe, en fait, on s'aperçoit que les famines des territoires, le manque alimentaire sur les territoires diminue. Depuis toujours, on a nourri les gens d'une certaine façon. Maintenant, on sent qu'il y a une autre attente de la société et je pense que aussi les agriculteurs ont pris conscience qu'il y avait d'autres façons de travailler. On a eu un phénomène de déconnexion entre le système alimentaire et le mangeur. Et au fond, la démocratie alimentaire, c'est le moyen de reconnecter ces deux choses. Et de plus en plus, on remarque, par exemple, dans les installations de jeunes, c'est souvent la vente directe qui est mise en avant sur notre exploitation. On continue notre exploitation comme on l'a pratiqué jusqu'à présent. Et en plus, on développe à côté une partie vente à la ferme pour diversifier, parce qu'on sent qu'il y a une demande et que les gens sont réceptifs à ça. Et de ce point de vue-là, effectivement, les producteurs ont un rôle extrêmement important parce que c'est eux qui vont permettre aux mangeurs d'avoir partiellement accès à une ressource alimentaire locale. Du coup, ça fait 45. Il reste 55 centimes. Combien m'avez dit? Après, il y a les 55 centimes. Bonjour mesdames, messieurs, dames. L'épicerie sociale et solidaire, c'est pas une structure d'urgence alimentaire, type Resto du Cœur, type Croix-Rouge. On est vraiment sur l'orientation de personnes qui ont quand même une petite capacité d'achat. 1,90 €. Et un œuf. Eh ben super, merci beaucoup. On a beaucoup de personnes qui viennent à l'épicerie et qui se disent bon bah déjà si on peut avoir de temps en temps une salade, bah, c'est déjà bien. Prendre par contre 2-3 peut-être abricots. Les légumes c'est cher, les fruits aussi en supermarché c'est assez cher. On vit avec 400 €, alors heureusement qu'il y a l'épicerie sociale pour pouvoir vivre. Hein. Il y a un autre enjeu qui est important, c'est que l'accès à la qualité alimentaire, et c'est là-dessus qu'on pointe notre travail, c'est que ce n'est pas un problème de responsabilité individuelle, ce n'est pas un problème de choix individuel uniquement. C'est aussi un problème d'organisation sociale, c'est un problème d'action collective pour permettre à des individus qui pourraient être plus ou moins éloignés, pour des raisons sociales, culturelles, d'accéder à une alimentation de qualité. On s'est dit que pour pouvoir amener une alimentation saine, on avait deux choix. Soit on passe par l'achat, soit on le fait nous-mêmes. On s'est dit l'idée de monter notre jardin pour alimenter l'épicerie sociale, que c'était la meilleure idée en tout cas, et le circuit le plus court et le plus local possible qu'on pouvait mettre en place. C'est les salades du jardin de cuisine. Oui, c'est ce que j'ai vu. Elles sont belles. C'est véritablement les associations qui sont la force vive en fait du projet. C'est-à-dire qu'il faut véritablement prendre au sérieux la capacité des gens à avoir des idées et à pouvoir agir dans leur quotidien. Merci. Bon après-midi, à bientôt. Bon retour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une lasagne. On a déjà fait une, on va faire la deuxième. On se dit bien, nous, jardin collectif et pédagogique. Et on pense ici qu'il y a plein de gens qui, effectivement, ressentent le besoin de refabriquer ce qu'ils mangent, entre guillemets. Hein. Et donc, on s'est dit, on a une super terre, donc on veut leur proposer des ateliers pour qu'ils réapprennent ou ils apprennent à cultiver ne serait-ce que 20 mètres carrés, pour éventuellement ensuite participer à des jardins partagés que la ville de Tournu met en place. Une épicerie ambulante, c'est un tout petit magasin sur roue et qui se déplace jusque chez les gens. Bonjour. Bonjour Sophie. Moi j'ai 100 ans et 5 mois. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, un paquet de bons prêts. C'est ça? Ouais, c'est bien, merci. C'est sensationnel, puis en plus de ça, ça est juste en face de chez moi. C'est un rendez-vous, voilà. Et ça va au-delà d'un acte d'achat et de vente. Enfin, Sophie génère des relations avec ses clients qui sont quasiment du domaine de l'amitié, quoi. Et ça, c'est super, c'est la relation de proximité dans les villages. Bonjour, Sophie. Et il ne faut pas que ça disparaisse. Des pêches, oui, je veux bien. C'est des pêches plates. Une épicerie mobile de ce type-là,
Ça permet d'apporter l'alimentation à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ce n'est pas un service public, mais c'est un service rendu au public. Il y a une forme d'égalité d'accès à l'alimentation qui est travaillée avec le fait que ce soit la nourriture qui se déplace vers les gens, mais les gens qui n'aillent pas vers les lieux de consommation. Et c'est un enjeu de maintien, de lien social au sein de la ruralité qui est vraiment important. Le problème, c'est que mon camion, il avait 26 ans. Il était trop vieux et les longerons étaient en train de rouiller, donc il fallait changer de camion. Moi, comme j'ai travaillé dans le temps dans une chambre de commerce à Paris, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut regarder toutes les formules de financement possibles. Et en fin de compte, je me suis retrouvée avec une demande à la base de cagnotte solidaire entre 4 000 et 12 000 euros, et je me suis retrouvée avec 17 000 euros de dons. C'est énorme pour moi. J'ai eu les subventions de la communauté de communes de 4 000 euros. À chaque fois que j'en parle... Excusez-moi. À chaque fois que j'en parle, je suis toujours émue parce que je suis toujours très surprise de l'engouement des gens. Et je suis super contente parce que la banque, du coup, a suivi et elle s'est dit « Ouh là là, il y a quand même du monde derrière et on va quand même l'aider à financer ce camion. » Donc, j'ai enfin réussi à l'avoir il y a 3 mois. C'est ça que permet Popsu, en fait. C'est-à-dire qu'on a une série de dynamiques éclatées sur le territoire. Et en faisant circuler de la ressource, en étant un lieu de partage démocratique, en fait, on arrive à connecter tout ça et à faire en sorte que des micro-projets se cristallisent, se réalisent et s'interconnectent. Et ça donne une force, en fait, à ces systèmes alimentaires localisés. Ce que l'histoire nous apprend, c'est qu'on peut faire en sorte que ces initiatives locales, parcellaires, elles se réunissent et qu'elles créent véritablement une capacité à agir. Et donc, en revenir à des organisations collectives en tenant compte de ce que sont capables de faire les gens entre eux. C'est là où les institutions peuvent intervenir, en leur donnant le moyen de se fédérer. Ça interroge aussi la façon de faire de la politique. Donc nous commençons cette journée assez fort, puisque nous commençons avec un sujet, le centre commercial, qui est souvent perçu comme une fatalité par bien des villes petites et moyennes. Et donc, le film commence à raconter en effet de quelle manière, par la magie d'un récit finalement, on va pas le construire, par la magie d'un récit, une collectivité peut s'organiser. Mais comment on passe de la magie du récit à la structuration de tout cela ? Parce que le récit, c'est bon, on gagne l'élection, mais ensuite il faut faire. Donc, puis-je poser la question d'abord peut-être à Mathieu Dubois de la Barre et ensuite à Monsieur le maire, effectivement, poser d'abord peut-être la question à Mathieu de développer un petit peu quel était le travail effectivement de l'équipe de Popsu entre observation et activation de cette impulsion politique donnée donc par la décision de l'équipe municipale. Je pense que ce qui a été intéressant dans ce travail, qui, à mon sens, n'est pas totalement fini, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, il tient à deux grandes choses. D'abord, la nature de l'objet, qui est l'alimentation. Et l'alimentation, c'est pas négligeable, en fait, dans ce travail, à la fois parce que c'est, en fait, un objet qui est quasiment un objet total, qui est totalement décloisonnant. Quand on parle d'alimentation, on touche à la santé, on touche à l'économie, à l'agricole, on touche à l'environnement, au commerce, on l'a vu au travers du reportage. Et donc, en fait, ça permet de développer à tout à chacun plusieurs formes de récits différents en fonction de sa propre expérience. Et par ailleurs, et ça vient dans la continuité, l'alimentation, c'est quelque chose qui est sensible. C'est quelque chose dans lequel on inscrit son quotidien au travers de relations, au travers de savoir-faire, et donc effectivement qui touche tout le monde. Et donc de ce point de vue-là, à la fois une espèce d'objet total qui décloisonne totalement, mais aussi par cet aspect sensible qui touche le quotidien de tout à chacun. C'est véritablement un objet par nature même démocratique, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier point qui est un préalable. La deuxième chose, ça a été la façon dont on a fonctionné tout simplement, en fait, au travers de ce travail.
Pardon ? Comment ? Et voilà, j'en viens à ce point. En fait, on a constitué initialement un petit groupe qui variait entre 10, 15, 20 personnes. Alors avec la pandémie et le distanciel, parfois il s'est un petit peu réduit, mais on a toujours eu cette dynamique d'avoir au moins une grosse dizaine de personnes qui participaient. Alors dans notre jargon, on appelle ça une communauté épistémique transdisciplinaire, ce qui est un gros mot, mais qui veut dire tout simplement qu'on avait un groupe constitué à la fois de citoyens, d'associatifs, d'élus, de chercheurs, dans lequel on avait une symétrie à la fois des savoirs, une symétrie relationnelle, une confiance, qui nous a permis au fond de lancer des enquêtes, de problématiser, et donc de construire finalement des façons de se saisir de la réalité. C'était pas nécessairement une objectivation au sens scientifique du terme de la réalité, mais on a construit des manières de se saisir en fait de cette réalité alimentaire, de repérer un certain nombre de projets, de les enrichir, de les mettre en lien. Et donc, à mon sens, ça c'est quelque chose de tout à fait essentiel et qui renouvelle finalement par rapport à la première intervention, qui renouvelle, non, parce que c'est sans doute ancien, c'est pas totalement nouveau, mais en tout cas, qui a été une nouvelle manière de faire de l'ingénierie territoriale, je dirais, à une petite échelle. Merci beaucoup. Alors, ce qui nous a frappé en préparant cette séquence, et à l'occasion notamment du jury, c'était cette liste citoyenne qui s'était constituée à l'occasion des dernières élections, avec cette volonté que vous aviez de capacitation des citoyens, de capability, pour faire référence à Amartya Sen. Dans ce contexte, monsieur le maire, finalement, alors quand on a découvert votre territoire, moi j'ai certes cette liste citoyenne, on l'a beaucoup échangé, mais il y avait aussi un acteur clé qui était cette épicerie solidaire dénommée Ocadie Fleury. On l'a découvert dans le reportage qui était consacré à ce territoire. Alors comment vous structurez votre action publique tout à la fois avec un tissu associatif extrêmement fort, marquant, et puis ce territoire agricole ? Alors, avant toute chose, je suis un peu ému, je ne sais pas si je suis le seul, par ce film que je trouve très beau, et surtout je remercie vraiment à la fois l'équipe de chercheurs qui ont su trouver à la fois le juste ton et aussi qui ont su débusquer ce qui se passait chez nous et qui n'est pas très facile à expliquer à l'extérieur, et de voir aujourd'hui, et puis bon, je remercie aussi bien sûr l'équipe de production, de réalisation du film, parce qu'ils ont su quand même exprimer la quintessence de ce qu'on essaye de faire, parce que nous en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Si je voulais résumer ça en quelques mots, je dirais que notre objectif c'est de remettre l'humain au centre de tout. Et c'est difficile à expliquer, c'est difficile à faire, parce que l'humain n'est pas quelque chose de facile, c'est pas un objet, hein, c'est un être très complexe, et c'est difficile de le remettre au centre de tout. Il n'a pas toujours envie, il ne sait pas toujours faire. Et on voit quand même bien dans ce film qu'on arrive à remettre l'humain au centre de tout, et de voir tous ces gens qu'on connaît. Tournu, vous l'avez dit, c'est un gros village. Aujourd'hui, ici, à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, devant ce public, ça m'émeut. Je trouve que c'est émouvant, et je trouve que c'est important, parce que, comme le disait madame, qui est professeure à l'Université d'Aix-Marseille, on n'a pas beaucoup de moyens financiers, logistiques dans nos territoires périphériques, dans nos petites villes. Donc on est obligé de trouver de l'énergie autrement que par de l'argent, si je voulais résumer. Et donc notre façon de trouver de l'énergie, c'est de fédérer, c'est de capitaliser sur la capacité humaine à faire des choses, à avoir envie de faire des choses, et finalement plus que la trajectoire d'aller à un point A jusqu'à un point B, plus que fixer des objectifs, ce qui nous intéresse, c'est la qualité du quotidien, le cheminement. Comment on va à l'objectif ? Finalement, l'objectif, il peut changer assez régulièrement. Ça ne nous pose pas tellement de problèmes. Il faut qu'on soit adaptable. On a envie d'être agile et de s'adapter dans un monde qui évolue très vite. Par contre, il y a une constante, il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est à chaque fois mettre l'humain, mettre la qualité de vie, mettre la qualité de l'instant présent qu'on vit au-delà de tout, puisque c'est ça qui compte. Alors, on parle de l'alimentation, c'est un sujet qui m'a été proposé, c'est pas sorti de mon esprit, hein, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet intéressant, parce que
manger, c'est une fonction primaire qu'on est tous obligés d'exercer. Alors il y en a d'autres, hein, la respiration, la santé, la reproduction, mais l'alimentation a ceci de particulier qu'elle a aussi une dimension plaisir, en plus d'être une fonction primaire. Et non seulement ça nous permet, comme le disait Mathieu, d'aborder toutes les thématiques, hein, la production de déchets, la production de carbone, enfin la dimension sociale, on le voit dans le film, toutes les thématiques, mais en plus de ça, on a une dimension aussi plaisir, regroupement, fédération dans l'alimentation. Et ça, c'est absolument merveilleux parce que aujourd'hui, dans ce monde qui va très vite, qui est en pleine transition, où vous avez d'un côté une part de la population qui dit mais il y a urgence à agir, il faut tout réformer, sinon on va tous crever, et qui stresse, qui angoisse l'autre partie des gens, même une partie d'eux-mêmes, qui disent oui, le monde est en train de changer, on ne le nie pas, mais il faut quand même qu'on continue à vivre, qu'on continue à partir en vacances, qu'on continue à acheter des produits made in India. Donc on est dans une société qui est angoissante pour les gens. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, mais c'est très difficile de l'admettre et de changer surtout son mode de vie au quotidien. Et on attaque toujours ce problème de transition sous un angle qui est stressant, qui est angoissant, qui est parfois punitif. Et de parler d'alimentation, on arrive à intéresser largement les gens sur cette dimension, fonction primaire. Ça fait faire le premier petit pas. Exactement. C'est concret. Dans la stratégie des petits pas, c'est concret. Et c'est un premier petit pas qui est tout à fait intéressant et passionnant et qui va fédérer des énergies et qui va nous permettre de remettre l'humain au milieu de nos projets. Mais une question. Votre ville, il est expliqué aussi qu'elle a un réseau associatif très dense, préexistant et qui existe, mais ça se remobilise toujours en réseau. C'est-à-dire passer la première génération d'initiatives, comment pouvoir compter, comment réactiver, mobiliser sur le temps long. Moi, j'ai un élément de réponse. C'est une vraie question. Pour moi, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'échelle. Je pense qu'il faut être à une échelle où les choses sont actionnables par les gens. C'est ce qu'on montre en fait, ce que montre un petit peu ce film, c'est-à-dire qu'on a une série d'initiatives qui concernent directement les gens et donc sur lesquelles les gens vont s'investir. Et donc ça, c'est une garantie de temps long. Mais ça ne suffit pas, parce qu'à un moment donné, il faut faire système. Et donc il faut aussi arriver à être en capacité à faire du lien, à faire circuler de la ressource entre ces différentes initiatives. Et pour cela, mais là, c'est la question de l'inscription dans le temps que vous signalez. Je pense que avoir le noyau dur qui s'est constitué au cours de PopSub, en fait, ce noyau dur, il faut qu'il continue à fonctionner. Et donc, il faut qu'on ait un groupe qui regroupe des acteurs qui viennent de différents niveaux, que ce soit des élus, que ce soit des associatifs, que ce soit des chercheurs, et que ce groupe continue, et que ça ne s'arrête pas au bout de 2 ans. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel, parce que c'est là où se fait la circulation des choses, et c'est là où se mettent finalement en lien ces différentes initiatives. Oui, si je peux apporter aussi un élément, c'est que souvent les collectivités, les pouvoirs publics conduisent des politiques. Et derrière, les citoyens suivent ou suivent pas. Alors certains suivent pas, puis certains suivent. Et d'être suiveur de politique publique, c'est décourageant, c'est lassant. Nous, vraiment, on essaye de procéder à l'inverse de ça. C'est ça aussi que je voudrais dire. Encore une fois, je ne veux pas donner de leçons. Je ne sais pas si on a tort ou on a raison. Moi, je plaide le droit à l'expérimentation. C'est comme ça que les espèces vivantes peuvent arriver à s'adapter à des changements importants. C'est par l'expérimentation. C'est par le hasard de l'expérimentation qu'on va réussir à s'adapter au changement. Donc moi, je plaide juste le droit à l'expérimentation. Et vous savez que quand dans nos budgets de petites villes, c'est pas le maire de Magnan-Vexin qui va me contredire, je pense, quand on a fait fonctionner les écoles, nettoyé la voirie, ramassé les poubelles et ouvert la piscine, on n'a pas des marges de manœuvre colossales pour mener des politiques publiques innovantes et ambitieuses. Mais moi, j'essaye de nous placer, nous, collectivités locales, pouvoir public local, en catalyseur. C'est-à-dire que vraiment, je laisse le pouvoir à ce tissu associatif que vous avez décrit, qui n'existe pas chez nous que sur l'alimentation. On a un tissu culturel, culture, patrimoine, architecture, on va reboucler sur les mêmes sujets, qui est aussi très mobilisé, très vivant, très actif. Et on
on les laisse être force de proposition. Ce projet-là, POPSU, ce sont les associations qui sont venues vers nous, qui nous l'ont proposé. Je n'ai fait qu'accompagner, nous n'avons fait qu'accompagner. Et le fait de se placer en catalyseur de cette marmite d'associations en ébullition, je pense qu'on les lasse moins, qu'on est toujours à l'écoute, qu'on va enchaîner sur autre chose. Alors, moi, je suis confiant à la fois sur leur capacité à ce tissu associatif, à ne pas se lasser, à continuer à nous proposer, à la condition qu'on soit à la hauteur de notre rôle de catalyseur. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si ça va durer longtemps, mais j'ai plus d'espoir dans cette expérimentation de la catalyse que dans la conduite de politique publique et demander aux citoyens de nous suivre. Merci. Alors vous étiez écouté avec beaucoup d'attention par le maire de Magny-en-Vexin et par Luc Villan, qui est le directeur de l'équipe scientifique POPSU qui a travaillé sur Magny-en-Vexin. Parce que bon, ces communes ont une population à peu près équivalente, 5500 habitants, et on pourrait imaginer que vous avez des points communs, puisque à Magny, on pense au blé tout de suite. Hein, donc, mais le blé, c'est pas tout à fait pareil que le chou. Hein, c'est un opérateur, c'est une céréale, une marchandise mondiale, globalisée. Je ne sais pas si la ressource blé peut être activée par une ville comme Magny-en-Vexin de la même manière qu'un potager. Et la question qui se pose avec le projet POPSU Territoire de Magny, ça a été de mobiliser d'autres ressources, peut-être moins évidentes, parce que finalement, vous venez nous expliquer que c'est facile. Je ne crois pas hein, que c'est facile ce que vous avez fait à Tournu, mais comment mobiliser, comment redévelopper une petite ville qui elle-même, qui est prise un petit peu dans... Alors elle est dans l'attraction de la métropole déjà, elle est aspirée par d'autres choses. Et puis encore une fois, les ressources, c'est presque une ressource industrielle, le blé. Donc c'est pas là-dessus qu'on va mobiliser les habitants. Donc quelles autres ressources ? Je crois que le mot de ressources latentes a été énoncé dans le projet POPSU. Peut-être je pose d'abord la question à Luc Villan avant que Monsieur le maire nous explique comment il a piloté et conduit les choses. Oui, merci pour cette introduction très complète sur la situation de Magny. Alors simplement pour rappel, le diagnostic est simple parce qu'il est courant à Magny-en-Vexin. Périurbanisation des habitations suivie des installations commerciales et industrielles, déclin du centre ancien. Et justement, la question centrale qui était posée à Magny, c'est le déclin du centre ancien. Comment y remédier? Que faire? Et là, effectivement, un regard plus large s'imposait. Première constatation, le territoire de Magny-en-Vexin, c'est avant tout un territoire habité qui, finalement, regroupe une population de quelques dizaines de milliers d'habitants, parce que Magny-en-Vexin est au centre d'un bassin de vie, est polarisant par ses équipements, et donc ça, c'est un premier élément. Et alors, le deuxième élément, pour répondre plus directement à votre question, c'est que, eh bien, évidemment, l'entrée du territoire n'est pas à Magny-en-Vexin l'entrée alimentaire. Mais il y a d'autres sources. Les ressources, elles sont paysagères et elles sont aussi le cours d'eau de Magny, la vallée de l'Aubette, qui a été, jusqu'au début du XXe siècle, l'outil de développement de Magny-en-Vexin. Alors, ce que nos études ont montré, ce que l'on sait, c'est que ces espaces sont l'objet d'usages et de pratiques très diversifiés. Des pratiques qui sont à la fois peut-être un peu plus traditionnelles, la pêche, la chasse, mais aussi le jogging, la randonnée, et qui croisent des pratiques touristiques plus globales sur le passage du tourisme des impressionnistes. Et donc là, et ça a été renforcé et mis en valeur par les effets du confinement successif, où cette attractivité du territoire propre de Magny est une valeur ajoutée au développement urbain. Alors dans ce sens-là, c'est un premier élément. L'autre élément peut-être plus concret, c'est que par la proximité, la mise en valeur directe des espaces d'interface entre nature et ville sont l'occasion aussi d'un meilleur développement de la marche à pied. Et il renforce la marche à pied, il donne des opportunités pour lier Venelle et parcours urbains avec les parcours de campagne. Et en ce sens-là, ils peuvent aider aussi à
à augmenter l'alternative à la voiture et à repositionner ces questions avec les habitants qui sont participants. Oui, il faut dire que dans toutes ces activités d'espace de nature, cette manière de s'approprier un bien commun, eh bien, elles sont à la fois individuelles, elles sont parfois professionnelles, avec le travail des agriculteurs notamment, et puis elles sont aussi le fait d'associatifs, donc un investissement direct des Magnétois et des habitants des environs. Mais dans ce développement, nous, le travail de POPSU a été effectivement, à partir des enquêtes, à partir des recherches, de mettre en valeur un certain nombre de phénomènes, d'éléments liés au territoire et de les porter au débat. Ça a été l'enjeu, c'est de les porter comme éléments de débat à un ensemble d'acteurs locaux regroupant à la fois des commerçants, des élus, des institutionnels, et de se placer dans la perspective d'une réflexion et de la recherche de consensus préalable à un projet. Ensuite, vient le débat avec le public qui va arriver, et puis on pourra passer le relais à Petite Ville de demain pour le projet. Alors, cette mise en débat, c'est justement un enjeu majeur. On se retrouve à Magny très prochainement, puisqu'on se retrouve le samedi 4 décembre 2021 à Magny-en-Vexin, à la mairie, pour évoquer justement ce contexte, ce diagnostic, le mettre en débat. On a eu une série d'ateliers qui a été organisée et qui a égrené ce projet de recherche. On l'a dit, un contexte de proximité avec la métropole du Grand Paris, la proximité parisienne, une attractivité renforcée, on l'a vu à travers la crise de la Covid-19. Finalement, dans ce contexte, monsieur le maire, comment vous recréez du lien avec les habitants, avec le paysage, les ressources de ce territoire, notamment en eau, en matière de paysage, et puis un projet, on l'a évoqué hier soir, puisque nous avons eu cette soirée avec l'ensemble des élus des villes POPSU territoire autour d'une rivière, l'Aubette, et puis d'une trame verte et d'une trame bleue qui est en train de se structurer à l'échelle de votre territoire. Alors, beaucoup de choses ont été dites déjà. Bien, nous, alors d'abord je voulais vous féliciter parce que le film était magnifique, je suis un peu jaloux, je vous avoue, mais nous n'avons pas les mêmes contraintes, nous n'avons même pas le même paysage. Voilà, donc en tout cas bravo. Je ne sais pas si c'est votre premier mandat, mais je pense que vous n'avez pas fait ça en étant élu en 2020. Nous, c'est notre premier mandat, donc on ne fait que débuter, et avec une équipe complètement neuve. Et nous sommes dans le stade de la réflexion. Nous avons beaucoup travaillé depuis un an avec l'équipe POPSU, effectivement en faisant participer un certain nombre d'habitants de toutes sortes sur ce projet du futur de Magny. La problématique, vous l'avez dit, nous sommes en région parisienne, mais nous sommes vraiment à la limite de la région parisienne. Magny-en-Vexin, ville de 5800 habitants, dans 3 régions. L'Île-de-France, nous sommes aussi à 15 km des Hauts-de-France et nous sommes aussi à 15 km de la Normandie. C'est très particulier, mais ça a beaucoup de contraintes. Nous avons 80% des habitants qui vont travailler à l'extérieur de la ville. La mobilité est un facteur extrêmement important, puisque travailler à l'extérieur de Magny, en dehors d'une ligne de bus, parce que nous n'avons pas de train, en dehors d'une ligne de bus, nous qui va sur Pontoise exclusivement, et un tout petit peu sur Mantes, puisque c'est l'Île-de-France. Donc nous avons toutes ces contraintes. Aujourd'hui, je vais dire, nous, notre principale ressource, alors madame a parlé du blé, je ne peut pas dire en soi une ressource, mais nous avons effectivement des exploitations agricoles relativement importantes avec effectivement beaucoup de blé, de céréales dans le coin. On est en train d'ailleurs de réfléchir à une méthanisation, à une usine de méthanisation à proximité, mais c'est pas simple à monter. Les habitants sont assez réticents, mais ça fait partie aussi des choses sur lesquelles on travaille. On travaille aussi effectivement sur des voies vertes, comme vous l'avez dit, alors autour de la rivière de l'Aubette, et où la faune et la flore peuvent se développer. Et on travaille effectivement avec le département, qui va d'ailleurs, dans les mois qui viennent, nous construire, et c'est nouveau, mon cher Luc, une voie verte entre 2 villages, enfin entre Saint-Gervais, qui est à 2 km, 3 km de chez nous, et Magny-en-Vexin, et ce sera construit durant l'hiver. Ça, ce sera la première depuis bien longtemps.
Ensuite, le problème de la centralité. Donc Magny, nous faisons en sorte que l'ensemble des services, le maximum de services, soit à l'intérieur de la ville et auxquels tous les habitants peuvent accéder. Et enfin, le gros problème de notre ville, c'est que nous avons une douzaine de monuments historiques classés ou inscrits, dont un est en arrêté de péril. Donc nous avons des bâtiments dans un état catastrophique, à tel point que quand nous sommes arrivés, pour vous donner un exemple, l'église était fermée depuis 7 mois. Nous l'avons rouvert en 5 semaines et nous avons pour 8 millions de travaux et nous allons entamer la première tranche de travaux d'ici la fin de l'année. Donc effectivement, tous les bâtiments historiques de la ville sont un vrai sujet et monopolisent, comme vous le dites, nous n'avons pas de moyens, donc on doit chercher des subventions. Et l'homme du privé que je suis et qui débarque dans ce monde s'entoure de gens pour essayer d'aller trouver tout ce qui nous manque, c'est-à-dire les subventions à gauche, à droite, au milieu, partout. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, et j'avoue que le travail que fait POPSU avec nous, et l'équipe de Luc Villane en particulier, est très intéressante et nous permet de prendre du recul, puisqu'en même temps, nous sommes en train, non seulement nous venons d'embaucher notre chef de projet des petites villes de demain, qui va être la suite logique de tout ce travail de POPSU. Donc nous avons également, j'ai perdu le fil, je m'excuse, mais nous sommes donc juste à l'ébauche de ce travail que vous avez déjà bien avancé. Mais la ressource principale, je vais dire aujourd'hui, l'attractivité de la ville avec ses monuments et l'intérêt d'une ville historique. On vient d'ailleurs de tourner un long métrage dans le dernier mois, le mois passé. Voilà. Et, Monsieur le maire, précisément 80% des habitants qui travaillent à l'extérieur, ça veut dire qu'effectivement ils peuvent perdre le lien avec leur ville. Cette idée de trame verte ou cette transformation d'une nuisance, un patrimoine en déréliction en ressources, c'est pour réattacher les habitants. Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut absolument leur redonner l'attractivité. Aujourd'hui, si vous voulez, la Covid nous a permis aussi de régénérer un peu tout ça. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'habitation disponible. Une maison se vend en 15 jours. Je pense que vous aussi, vous devez avoir dans vos villes ce même problème, pas problème, mais cette nouveauté. Les agences immobilières aujourd'hui utilisent moins de monde. Ils font pas plus de chiffre d'affaires, mais ils vendent plus vite. Je peux juste me permettre mais je vous en prie. de rafraîchir l'envie du maire de Magny-en-Vexin, parce que nous, à Tournu, vous savez, on a 27 monuments historiques, dont 13 sont la propriété de la ville, 4 églises, dont 2 sont sous arrêté de péril et sont fermées au public. Donc oui, je partage tout à fait vos interrogations sur le patrimoine, parce que nos petites villes historiquement, n'était pas si petite que ça, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à une époque un peu ancienne, alors pour Tournu, il y a 1000 ans, mais encore il y a 5 siècles, nous étions une ville importante, et nous avons le patrimoine d'une ville de 30 000, 40 000, 50 000 habitants, et sans les ressources derrière pour entretenir. Donc vraiment, tout le challenge, c'est d'arriver à avancer sur ces projets-là, tout en intéressant la population, parce qu'elle ne comprendrait pas qu'on investisse 8 millions dans une église si on le fait sans partage de projet. Merci beaucoup. Écoutez, on s'achemine vers la deuxième session, Marie-Hélène, mais avant cela, vous remercie infiniment pour cette intervention. Je rappelle que vous étiez donc Mathieu Dubois de la Barre, chercheur associé de l'équipe de recherche à Tournu, Bertrand Vaux, maire de Tournu, et avec également Luc Villane, responsable scientifique du projet Magny-en-Vexin, et puis Luc Puech d'Alizac, maire de Magny-en-Vexin. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous aurons l'occasion, entre élus et acteurs à la pause, effectivement, de faire en sorte que les équipes qui présentent ces problématiques puissent s'échanger, parce que je pense que les problèmes soulevés intéressent beaucoup d'autres villes que celles qui étaient donc sur le podium. Alors, après donc, cette problématique de la ressource, du développement par la ressource, fut-elle locale ou fut-elle plus latente, fut-elle active, très, très, très concrète ou plus latente, la seconde table ronde va s'intéresser à un sujet un peu plus difficile, celui des transitions, des petites villes face aux transitions. Et là, c'est un petit peu moins simple, parce que la transition, c'est un terme à la fois aujourd'hui indispensable et quand même au contour très flou. Donc, c'est toute la difficulté.
Voilà, et puis entre grands projets et finalement contraintes du quotidien, on vous propose d'explorer la mise en œuvre des projets de transition, deux problématiques centrales, comment les petites villes mettent en place la question des transitions, sans plaquer bien évidemment des référentiels courants qui sont connus par et pour les métropoles, et comment s'appuyer sur les acteurs du territoire, ses habitants, leurs besoins et leurs pratiques pour mettre en œuvre très concrètement la question des transitions. Voilà, et donc cette séquence vise à croiser, on l'a dit, Villers-Semeuse et Lodève. Alors, je me tourne d'abord vers le territoire de Villers-Semeuse. Villers-Semeuse est situé dans le périurbain de Charleville-Mézières. Villers-Semeuse est engagé sous l'impulsion de son maire, notamment aussi vice-président d'Ardennes Métropole, en charge notamment des mobilités, de promouvoir les modes de déplacement plus sobres dans une petite ville. Concrètement, comment un territoire rural peut mobiliser un parc et de véhicules électriques, et cela alors que 78% travaillent hors de la commune. Je vous propose qu'on puisse prendre la route de Villers-Semeuse et le découvrir en images. Villers-Semeuse, c'est une commune de 3600 habitants environ qui est située dans le périurbain de l'agglomération de Charleville-Mézières. Sur la commune, on a des retraités et des actifs avec enfants principalement qui effectuent majoritairement, donc de l'ordre de 86%, leurs déplacements avec leur véhicule personnel. On a aussi 40% à peu près de la population qui dispose de 2 véhicules. Le maire souhaite faire évoluer les pratiques de mobilité de ses habitants et il a mis en place un ensemble de dispositifs pour favoriser donc une transition des mobilités. Dans le cadre de la recherche POPSU Territoire à Villers-Semeuse, on s'est posé 3 questions. Déjà, pourquoi la municipalité s'engage sur cette question de la transition énergétique à travers la question des mobilités. On a ensuite regardé quelles propositions d'action étaient mises en place et enfin on a regardé si les actions proposées répondaient aux attentes des Villersois et des Villersoises. Nous, on prend toujours la voiture pour aller chercher les enfants. C'est assez rare, ça arrive qu'on y aille à pied l'été, mais sinon c'est essentiellement la voiture. Même pour aller au pain, c'est vrai que c'est la facilité. Je prends la voiture tous les jours, alors que j'habite Villers-Semeuse. J'ai 500 mètres à faire et la facilité, on monte dans la voiture. Quand j'ai été élu en 2014, l'idée, ça a été déjà de donner une teinte développement durable à cette commune. Et donc on a choisi effectivement de donner la possibilité aux habitants d'avoir de multiples moyens de déplacement. Que ce soit la voiture, mais aussi les transports en commun, le vélo ou les véhicules électriques. L'intérêt de travailler sur la question des mobilités dans le cadre de la transition énergétique, c'est qu'il y a 80% de la pollution de l'air qui est due au transport routier et ça représente également 16% des émissions de particules fines. Donc en ce sens-là, la mobilité, c'est vraiment une question centrale de lutte contre le réchauffement climatique et un enjeu important de transition écologique. Alors l'objectif que nous avions en tête au départ de cette aventure, c'était de faire supprimer finalement la seconde voiture et la remplacer donc soit par du transport en commun ou par le véhicule en autopartage. Donc voilà, on a la voiture d'Ardennes Métropole. Nous on aurait voulu avoir un deuxième véhicule parce que c'est vrai qu'ici on est sur la place de la mairie, c'est là où c'est le plus demandé. Mais le problème c'est qu'effectivement on sent qu'on n'a pas la fréquentation qui permette aujourd'hui d'assurer un deuxième véhicule et qui serait assez réservé. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait quand même une part importante d'information et de communication à faire autour du véhicule, puisque c'est un dispositif qui n'est pas très facile à s'approprier. C'est assez complexe l'utilisation de la borne, c'est ce qui ressort dans les enquêtes. Et il y a aussi la question de l'expérimentation. En fait, on sent que les habitants, il y a quand même un frein avec le côté technique. Ils ont peur de ne pas savoir utiliser un véhicule électrique. Et le fait de pouvoir leur proposer de manière individuelle de tester le véhicule, c'est quelque chose, à notre sens, qui pourrait
pourrait amener à une pratique plus régulière des habitants. Ah ben dans ces cas-là, je vous propose que vous puissiez l'utiliser et puis la tester. Volontiers. Bon, alors je vous laisse les clés et c'est vous qui conduisez. On y va. Et vous, alors du coup, quelles ont été vos conclusions universitaires sur ce travail finalement? Nous, c'est vrai qu'on a observé que dans nos entretiens, les habitants nous disaient que finalement, ils étaient très réceptifs à ce dispositif, mais ils ne l'utilisaient pas forcément parce qu'ils ne se sentaient pas la cible de cette proposition. Ils étaient beaucoup plus sensibles, par exemple, aux questions du vélo. Et on sent qu'il y a un basculement qui s'effectue un peu vers l'envie d'aller vers des mobilités plus actives. Alors ce que nous n'avions pas prévu au départ, bien sûr, c'était la période du confinement, le Covid, qui a fait sérieusement évoluer les choses, puisque pendant le confinement se développait énormément le vélo. Moi, j'ai pas honte de dire que pendant les premières années de mon mandat, je venais à la mairie en voiture alors que j'habite à 900 mètres de la mairie. Et aujourd'hui, effectivement, dès que c'est possible, je prends mon vélo pour me déplacer sans me poser de questions. Donc c'est cette évolution-là que je voudrais pouvoir faire partager à l'ensemble de mes concitoyens. Ils puissent chaque matin se poser cette question qui pour moi est la question clé, celle de l'usage, de leurs usages de la mobilité et se demander effectivement en fonction de l'endroit où ils doivent aller, de ce qu'ils doivent faire, de telle activité, eh bien quels moyens de déplacement utiliser. On voit quand même qu'il y a une tendance à faire évoluer l'imaginaire autour du vélo vers un véritable mode de transport, de déplacement, pour effectuer autre chose que du loisir. Ça, c'est une tendance globale qui s'observe. Après, la difficulté dans les communes périurbaines, c'est que les trajets domicile-travail sont plus longs à réaliser. On est sur plus d'une dizaine de kilomètres à chaque fois. On a vraiment une nécessité de penser la mobilité pour ces longs trajets, donc de mettre en place des itinéraires qu'on appelle communément les itinéraires vélo-taf. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que la première chose, c'est qu'il faut des réseaux qui soient structurés et sécurisés. Donc ça veut dire être capable de développer des bandes cyclables ou des pistes cyclables ou des aménagements pour le vélo. Donc il y a toute une politique, toutes des dispositions qu'il a fallu mettre en place au fur et à mesure du temps et assez rapidement quand même, pour pouvoir dire aux habitants qu'ils pouvaient user du vélo, utiliser le vélo de manière sécuritaire. Je suis enseignante ici, professeure des écoles, à l'école du Charme. Donc je ne travaille pas très loin de là où j'habite d'ailleurs. Ma vision ne me permet pas d'avoir le permis de conduire. Donc je suis principalement à pied et en bus. Mais lorsque les voiries se sont adaptées plus pour les vélos, ça m'a permis de pouvoir prendre plus mon vélo et maintenant je me déplace dès que je peux à vélo. Les équipements changent la donne pour les personnes qui souffrent d'un handicap visuel en effet, parce qu'elles permettent à ces personnes-là d'être en sécurité, puisqu'elles ne sont pas avec les voitures, notamment pour le vélo. Ça change la donne et en même temps, il faut que les voitures ne se garent pas sur les passages prévus pour les vélos ou même sur les trottoirs, parce que ça gêne bien sûr les piétons. Et il y a de la place pour tout le monde et c'est vrai que si tout le monde respecte et se dit bon alors moi je sais que c'est par ici, moi je sais que c'est par là, on se sent plus en sécurité parce qu'on sait que les uns et les autres vont respecter cet aménagement et les espaces dédiés à chaque personne. Dans la recherche, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait des tensions qui émergeaient entre usagers en fait. Les automobilistes qui ont l'impression d'être ralentis par les cyclistes qui ont l'impression d'être mis en danger par les automobilistes. Donc il y a un vrai travail à effectuer sur le partage des usages pour en fait permettre que les uns et les autres puissent se déplacer ensemble dans de bonnes conditions. Donc, ce sont bien ces vélos-là à vérifier. On va les sortir, on va les mettre à côté de la benne là. Il faut juste donc rapidement vérifier pression des pneus, les freins puis la transmission. Ma Ville à Vélo, c'est une association créée en 2014 qui essaye de promouvoir les mobilités actives sur le territoire ardennais. On a souhaité lancer ces vélos-écoles pour permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, de savoir circuler en autonomie sur la voie publique et en sécurité. On s'est aperçu que beaucoup de cyclistes ne connaissaient pas certains aménagements, savaient les emprunter en voiture, mais à vélo, parfois ça posait des problèmes. Lors de ces stages, on apprend à occuper la route, à occuper la chaussée pour se mettre en sécurité avec toutes les voitures qui peuvent arriver de devant ou de derrière.
Alors, le programme POPSU, il nous a apporté beaucoup à la commune, puisqu'il a permis deux choses. La première, c'est de prendre un recul sur nos pratiques et de se questionner sur nos pratiques, et plus largement, tout simplement, c'est de produire de l'intelligence. Un des grands enseignements, c'est qu'on a oublié pendant longtemps les marcheurs. Et donc aujourd'hui, je pense que remettre aussi les marcheurs au cœur des mobilités, je pense que c'est aussi quelque chose d'important et qu'on a découvert avec le programme POPSU. Mais ça demande de sécuriser les déplacements. Aujourd'hui, si on veut que les enfants aillent en marchant à l'école et potentiellement seuls, il faut que aussi le trajet soit adapté. L'aspect sécurité de la marche, finalement, est assez peu pensé. C'est en ce sens-là qu'il est important d'avoir des politiques fortes pour donner plus de place aux modes actifs dans les communes périurbaines. Néanmoins, si la voiture reste le moyen de se déplacer le plus sûr, le plus rapide, on n'aura pas de report vers d'autres modes actifs, même si les infrastructures sont présentes. Ma première question, c'est pour Monsieur le maire, parce que c'est encore une fois un documentaire qui, je pense, va faire réfléchir beaucoup de monde. Parce que le vélo, c'est un peu que le vélo à Villers-Semeuse, c'est un peu comme le potager à Tournu. C'est un objet très concret qui permet de rendre concret, donc un mot un peu globuleux qui est transition écologique ou énergétique. Sauf que ça marche plutôt en centre-ville et en ville dense. C'est une Parisienne qui vous parle. Donc, en site périurbain, dans un climat qui n'est quand même pas si simple, si facile que celui de Nice, par exemple. Est-ce que cette affaire de mobilité douce que vous avez entreprise, c'était pas un peu quand même une terre de mission? Vous êtes vraiment fait élire là-dessus? Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Alors, comme mon collègue, je vais effectivement remercier aussi effectivement les équipes de POPSU pour leur accompagnement et puis les équipes de Delphine Coutin pour la réalisation du petit film qui est formidable, donc et qui nous a aussi beaucoup touchés. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Alors et puis aussi, vous l'avez remarqué, même si on n'a pas un soleil éclatant, il fait quand même. Il pleut pas toujours dans les Ardennes, donc je vous invite à. J'ai pas dit ça non plus. Tout à fait, bien sûr, c'est ce que j'ai compris. Et donc sur, alors j'avais justement pas été élu sur le thème des mobilités en 2014, ni même en 2020, mais vous l'avez évoqué, c'est vrai qu'on était parti sur un autre projet qui était celui de développer les transports en commun, notamment les bus, en augmentant la fréquence, puisque dans les communes périurbaines, on a un bus tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes, hein, pas comme dans les grandes villes, et puis aussi un projet innovant sur les véhicules électriques et le développement de bornes électriques dans l'ensemble d'Ardennes Métropole et dans les communes périurbaines. Et puis, suite au confinement et à certaines finalement appréhensions de la population à retourner soit dans les transports en commun, soit d'utiliser un véhicule en autopartage, eh bien, on a vu apparaître le développement du vélo et on s'est dit que, comme on était un petit peu en avance sur le développement des infrastructures, la création de pistes cyclables, de bandes cyclables, et puis des projets qu'on a pu développer au sein d'Ardennes Métropole, comme un projet qui s'appelle Aglo Vélo, où on finance 30% de l'achat d'un vélo musculaire ou électrique, donc pour les habitants de l'agglomération, ce qui a permis de dépasser les 1000 aides à l'achat de vélo. Donc ça a développé une réelle dynamique et donc on s'est rendu compte qu'aujourd'hui les habitants sont plutôt favorables à ce développement. Alors il a fallu aussi beaucoup travailler avec eux et comme on le disait, nous on est aussi, je reprendrai un petit peu les mots de Bertrand Vaux tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans l'expérimentation toujours, puisque l'objectif c'est d'essayer de faire découvrir de nouvelles choses à nos concitoyens et puis surtout aussi faire avec eux, parce que le gros problème c'est qu'on l'évoquait, on n'a pas des moyens considérables dans nos territoires, des moyens financiers, et donc ça repose beaucoup sur des projets, des idées, surtout convaincre, faire beaucoup de pédagogie aussi, parce que le problème c'est que le vélo, voilà, on en parle beaucoup, mais quand il faut concrètement s'y mettre et en parler avec les gens, c'est pas si simple que ça, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'éducation, donc on l'a vu grâce à l'association Ma Ville à Vélo, ça nous permet de former les enfants, de former les adultes, et donc pour nous ça a été vraiment un développement important ces derniers mois, ça le continue, et aujourd'hui ça nous permet de mettre en place tout un
pan de dispositif, on pourrait dire, pour qu'à l'école primaire, au collège, on puisse essayer de développer la pratique du vélo en sécurisant nos communes. Et puis, il y a bien sûr un élément essentiel, moi, que je retiens, c'est l'élément financier, parce que finalement, aujourd'hui, il faut aussi expliquer que prendre son vélo, et surtout, comme je disais, dans nos territoires que je qualifierais pas de pauvres, mais en tout cas en difficulté, territoire ardennais, eh bien, c'est aussi un élément économique fort, puisqu'on explique aux gens que prendre son vélo, eh bien, c'est fait gagner de l'argent toute l'année par rapport à son véhicule. Et donc là, il y a aussi voilà, une volonté économique importante d'aide, en tout cas, à passer au vélo. Mais une question quand même, qui sera d'ailleurs aussi une question à poser, je pense, à l'équipe de recherche. Mais précisément, est-ce que cet enjeu économique aujourd'hui, le vélo c'est moins cher, est-ce que c'est pas quelque chose de déprimant? Enfin, comment expliquer à des gens qu'ils ont moins de moyens et que le vélo, c'est pas un peu un ressenti de recul dans le développement, et comment contrer ce ressenti? Alors tout à fait, cette image-là, nous on l'a déjà connue au départ dans nos communes périphériques, on l'a connue sur le transport en commun, parce que posséder une voiture, voilà, c'est un signe extérieur de richesse dans certaines communes et certains territoires, et finalement aujourd'hui il a fallu déjà que l'on combatte le transport en commun, puisque dans nos territoires, le transport en commun est vécu comme un public captif, hein, celui des adolescents, des collégiens, des lycéens, mais et pas aussi les adultes. des situations, des familles ou des personnes qui sont en difficulté et qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Et donc on a déjà fait tout ce travail justement pour expliquer que le transport en commun était tout simplement voilà, un moyen de transport comme un autre, un moyen de mobilité. Et encore une fois, je crois qu'il faut, c'est beaucoup basé un petit peu sur l'exemple hollandais, c'est-à-dire que le vélo c'est un moyen de déplacement, comme le bus c'est un moyen de déplacement, comme la voiture. Et on n'oppose pas les moyens de déplacement entre eux. Notre objectif, nous, est vraiment de, voilà, par la pédagogie, d'expliquer à nos concitoyens que justement l'idée c'est de, en fonction de ses usages, en fonction de ce qu'on a besoin, d'utiliser un moyen de déplacement. Et c'est vrai que du coup, ça permet, voilà, j'allais dire, un petit peu de pacifier les choses. Et finalement, j'allais dire, aujourd'hui, moi aussi, j'avais cette crainte de dire, voilà, le vélo, c'est parce qu'on n'a pas, voilà, pas assez d'argent, etc. Finalement, on est quelquefois plutôt confronté au phénomène inverse, c'est-à-dire que plutôt que le vélo est plutôt un phénomène un peu bobo, voilà, j'ai pu être accusé d'être un peu un maire bobo avec mon vélo dans ma commune au départ, quand on me voyait un petit peu quelque chose d'extraterrestre, mais finalement aujourd'hui voilà, ça devient quelque chose de, voilà, il faut lancer les choses, c'est ce qu'on dit aussi, accompagner et puis essayer d'innover tout le temps, donc c'est un petit peu l'idée. Donc aujourd'hui ça se fait bien, mais effectivement il ne faut pas non plus être un petit peu les ayatollahs du vélo, hein, c'est-à-dire que nous on est dans cette idée de dire voilà, quand on peut, on prend son vélo, et ça nécessite d'être équipé voilà, selon ses besoins. Donc il n'y a pas cette idée. Et comme Céline l'indiquait dans le reportage, je pense que c'est aussi important, c'est d'expliquer que tous les automobilistes, enfin en tout cas c'est mon rêve, que tous les automobilistes deviennent des cyclistes et que tous les cyclistes soient aussi des automobilistes ou des marcheurs ou des gens qui prennent le bus. Et c'est vraiment ce qui est important en termes de finalité. Alors pour comprendre ce territoire, le décryptage qui a été posé, l'analyse, c'est une équipe de recherche qui l'a menée. Elle a été conduite sous l'impulsion de Céline Burgère, maîtresse de conférences en aménagement et urbanisme à l'Institut d'aménagement et d'environnement et d'urbanisme de Reims. Finalement, il y a une trajectoire de vie aussi, localement, avec des habitants qui sont très divers, avec une diversité de population. Comment on prend en compte cette question des spécificités territoriales de son public dans le cadre des mobilités pour offrir différents modes de déplacement? Nous, c'est bon. Dans le cadre de la recherche, ça nous a semblé effectivement important de coupler cette question de la transition des mobilités avec la question de la transition citoyenne, de la question de la participation. Et effectivement, dans des espaces périurbains peu denses comme la commune de Villers-Semeuse, en fait, on a tout un enjeu pour réussir à faire participer, collaborer la population pour comprendre leurs attentes. Et par rapport à ça, nous, on a mis en place un travail de résidence sur la commune, vraiment pour aller au plus près des habitants, qui s'est couplé, bien sûr, à un travail de terrain. Et aussi, on a effectué un gros travail avec les enfants, en fait. Oui, vous avez installé un atelier d'étudiants, hein, très concrètement, oui, sur site. On a installé donc un atelier d'étudiants sur site où on a mis en place des ateliers de réparation vélo, des journées de sensibilisation à la question des mobilités. Et donc ce travail aussi, justement, avec les enfants auprès des écoles, où en fait l'idée c'était vraiment d'être en mesure de
capter leur pratique actuelle, mais aussi le devenir de leur mobilité. Qu'est-ce qu'elles disent, qu'est-ce qu'elles révèlent de la manière dont ils pensent dans l'avenir leur mode de déplacement. Et il s'est avéré que finalement, ça recoupait avec les enquêtes qu'on avait pu mener auprès des différents acteurs et des habitants. Il y a toujours cette question du confort qui revient, de la rapidité, de l'autonomie. Et donc, c'est pour ça qu'on a identifié, on va dire, 3 leviers d'action qui nous semblent importants. C'est vraiment de réfléchir cette question des mobilités déjà au niveau sur la question de l'autonomie, de rendre de l'autonomie aux personnes pour en fait permettre d'effectuer des trajets quotidiens qui ne soient pas supportés par exemple par une personne du foyer, mais qui puissent être enfin, voilà, que chaque personne puisse être maître de sa propre mobilité en fin de compte. Il y a la question également de la proximité, de rendre de la proximité dans les déplacements. Enfin, vous l'avez vu dans le reportage, finalement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent leur voiture individuelle pour faire des trajets de 500 mètres. Et donc, en fait, donner la possibilité par les aménagements de faire tout un ensemble de déplacements du quotidien autrement qu'en véhicule individuel. Et donc, pour cela, renforcer la marche. Parce que finalement, il nous a apparu dans nos enquêtes que la marche, c'était un peu la grande gagnante finalement des mobilités actives dans ces espaces-là, parce qu'elle a apporté une forme de constance dans la pratique qui permettait, il y a la majorité des personnes enquêtées qui finalement étaient prêtes à plutôt effectuer 25 minutes de marche que 10 minutes de vélo. Donc c'est ce que je disais à la fin dans le reportage, c'est quelque chose qui est assez peu pensé aujourd'hui et finalement qui nous semble vraiment essentiel. Alors, c'est une success story, véritablement, qui est en train de s'installer à Villers-Semeuse. Mais quelles sont, peut-être, monsieur le maire, Céline, les difficultés aussi, peut-être, que vous rencontrez aujourd'hui? Quels sont les freins et qui pourraient demain lever les impulsions que vous pourriez mettre en place sur, bien évidemment, des difficultés qui peuvent encore subvenir sur le territoire? Alors les difficultés, j'allais dire très prosaïquement, ils sont déjà financiers, puisque voilà, toutes ces infrastructures coûtent de l'argent. Donc on l'a évoqué ce matin, et la conférence inaugurale était très intéressante parce qu'elle expliquait bien qu'on est aidé ponctuellement, même fortement aidé ponctuellement. Nous, on dispose de ce qu'on appelle le pacte Ardennes, plan de relance, etc. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin, là je me fais un petit peu militant, mais on a besoin d'une vraie réforme financière pour une péréquation totale au niveau français. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui voir les habitants du département des Ardennes. C'est vrai qu'on a besoin effectivement d'une vraie péréquation nationale financière pour disposer de plus de moyens. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'un des premiers leviers à actionner, c'est celui effectivement de l'aide pour nous aider à développer ces infrastructures pour pouvoir faire une vraie transition. Et puis tout simplement aussi la capacité de suivre dans le temps, et c'est là où POPSU est très intéressant pour nous, puisque effectivement, on le disait tout à l'heure, moi je crois beaucoup à toutes ces communes qui font entre 1000, 2000 habitants jusqu'à 5 000, 6 000 habitants, parce que tout simplement, on connaît nos habitants, on connaît nos usages, on connaît nos modes de vie, et surtout, on peut expérimenter, on l'a dit tout à l'heure, et expérimenter dans un temps assez court et voir les résultats. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est cela, c'est-à-dire que nous, demain, on peut dire effectivement, on vous parle de la part modale du vélo, voilà, qui est de 3%, on veut faire passer à 10%, etc. Mais derrière, on sait que ça nécessite beaucoup d'études, beaucoup d'évaluations, beaucoup de temps, alors que dans nos petites communes, justement, alors je dis petites communes, c'est pas péjoratif, mais on peut justement très rapidement évaluer à quel point on en est, où on veut aller, au bout de 2-3 ans, et on peut facilement le faire. Et on a l'avantage, à travers, on l'a évoqué, les écoles, le vélo-école, mais aussi la formation des adultes, on peut développer justement toutes ces nouvelles mobilités à travers les ateliers, et Céline a bien dit, vraiment, j'allais dire, encadrer, ou en tout cas accompagner la population. Et je pense que ce sont les principaux freins à lever, c'est d'expliquer les choses, d'accompagner les personnes, et surtout finalement ce qu'on fait assez peu ou assez mal, c'est-à-dire évaluer au bout de quelques années là où on en est, parce que on lance souvent beaucoup de choses, mais on évalue très peu, ou en tout cas pas assez, et donc ça nous permettrait d'évaluer. Et je pense que les tailles de nos communes vont permettre justement dans l'avenir de très finement étudier ces évolutions. Donc on a besoin d'un petit peu d'argent et d'un petit peu d'accompagnement. Voilà. Ça, ce sont des demandes qui sont modestes, donc elles ont peut-être de meilleures chances, oui. Mais je voudrais maintenant poser la question à l'équipe de l'ODEV, parce que donc dans cette table ronde consacrée aux transitions, donc Villers-Semeuse fait le choix d'une transition au singulier, c'est-à-dire on va prendre le fil
des mobilités et on tire des choses. Alors que la ville de Lodève a peut-être fait le choix de prendre les transitions au pluriel, avec effectivement la nouvelle municipalité, mais Madame le maire nouvellement élue a déjà une expérience ancienne de conseiller municipal et d'adjointe, donc elle peut témoigner de Lodève sur un temps plus long. Lodève, en comparaison de Villers-Semeuse, donc a plutôt... D'abord, vous êtes championne de France des labellisations et des obtentions de budget. Hein, ville d'arrêt d'histoire, centre-bourg, contrat de ville, zéro chômeur longue durée, petite ville de demain, et la suite. Donc, effectivement... Et ça, c'est peut-être effectivement en rapport avec le fait que vous avez donc développé plusieurs approches. Vous tirez plusieurs fils à la fois des transitions. Restaurer le centre-ville, et son image surtout... dynamiser l'économie, évidemment, engager la transition énergétique, et puis ça aussi, engager une politique d'habitat participatif. Comment vous tirez ces fils simultanément, et quel est le rôle que joue, quand vous tirez tous ces fils, alors je poursuis la métaphore textile, de disposer d'un tissu associatif quand même assez dense. Bonjour à tous. Oui, effectivement, alors Lodève, sur ces dernières années, a vraiment mis le paquet sur son cœur de ville, parce qu'il s'agissait déjà de conserver les services publics sur le cœur de ville. Et donc ça s'est traduit par un lycée qui aurait pu être à l'extérieur, mais le maire précédent a vraiment tout fait pour qu'il reste en cœur de ville. Une maison des services publics a permis de garder une trentaine de structures en cœur de ville, un musée, maison de retraite, crèche, tout le paquet a vraiment été mis sur conserver tous ces services en cœur de ville. Et en parallèle, à travers le projet Centre-Bourg, ça a été de rénover l'habitat, réfléchir aux espaces publics, de travailler la biodiversité avec les rivières qui traversent l'Odève. Donc oui, tous ces fils, on les a tirés, et vous évoquiez cette métaphore du textile, parce que l'Odève est une ancienne ville très très forte au niveau du textile, mais ce qui aussi donne le résultat d'aujourd'hui. Il y a eu une population de 12 000 habitants à la fin du 19e siècle. L'industrie textile a disparu petit à petit, elle s'est terminée dans les années 90. Donc aujourd'hui, une ville pauvre, un cœur de ville avec des bâtiments vraiment délabrés, et on est quartier prioritaire politique de la ville parce qu'on a la moitié des ménages de cœur de ville sont des familles monoparentales, on a un quart de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, un taux de chômage explosif, donc toute vraiment une situation très pauvre pour laquelle l'action publique a décidé de mettre les moyens sur les services pour conserver une potentielle attractivité du cœur de ville. Et concernant les transitions, donc oui, on va dans tous les sens sur la biodiversité avec les rivières, les mobilités. On a lancé un schéma des mobilités douces qui entre en concertation là dans les semaines qui viennent. On travaille sur les déchets avec des composteurs collectifs co-gérés par les habitants. On travaille sur l'habitat avec une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui a fait sur ces 5 dernières années quand même 300 logements qui ont été financés en cœur de ville avec 7 millions de travaux générés par l'OPA, ce qui est important pour l'économie locale. On travaille sur la ressource avec le photovoltaïque. Tous les nouveaux bâtiments qui ont été restaurés en cœur de ville sont équipés de panneaux. On a 2 grands parcs photovoltaïques aussi. Je pense qu'on est quasiment autonome, quoi. Mais on ne pouvait pas s'arrêter à peut-être comme sur votre commune, à un aspect de la transition. Mais ça pose aussi la question de nos petites communes. Qu'est-ce qu'elles représentent pour les habitants et pour les nouveaux habitants? Où est-ce qu'elles se situent dans l'armature territoriale? Qu'est-ce qu'elles sont comme villes? Et les habitants, qu'est-ce qu'ils y recherchent? Quel mode de vie ils ont envie d'avoir dans ces petites villes? Et dans ce contexte de crise sanitaire et les nouveaux besoins qui ont émergé, les nouvelles envies d'habiter, en quoi nos communes peuvent représenter plus un idéal? Moi, j'y crois beaucoup à ça.
Et c'est pour ça qu'il faut tout travailler pour les rendre attractives, mais plus vivables, plus solidaires. Et le tissu associatif est un énorme support. Nous, à l'ODEV, on a 250 associations qui sont les relais de toutes les politiques que nous menons. Alors, à travers les projets de recherche POPSU, il y a 4 enjeux qui ont été identifiés par le consortium de recherche. Nous avons Anne Sistel présente aujourd'hui. Vous étiez avec tout un collectif, je le cite également, puisque nous, on aura Simon Tessou qui interviendra en grand témoin avec Bertrand Rétif, qui a participé également à cette équipe de recherche. 4 enjeux qui sont signalés: la citoyenneté, l'habitat, l'environnement et l'économie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous avez structuré les travaux de recherche au plan local, au bénéfice, bien sûr, des travaux menés par l'ODEV? Alors, comme a dit Madame la maire, il y a beaucoup de choses qui se font sur l'ODEV, mais ce que nous avons remarqué en tant qu'équipe de recherche, c'est que pour les gens, l'ODEV, il ne se passe rien, c'est mort. Bon, un certain nombre d'affirmations comme ça qui nous ont interpellés. Et à partir duquel on s'est mobilisé avec 3 équipes successives d'étudiants, donc 3 semestres successifs ou d'étudiants de l'école d'architecture de Montpellier en master, et qui ont donc travaillé sur place, sur le terrain, autour d'une réflexion avec les habitants. Donc l'idée c'était qu'est-ce que les habitants attendent en termes de transition. Et c'est comme ça que on a, à partir justement de ce réseau associatif très, très vivant, à partir aussi du conseil citoyen, puisque c'est un quartier prioritaire, et donc il y avait un conseil citoyen bien installé en centre-ville, avec lequel on a pu aussi beaucoup travailler. Les étudiants donc ont produit, après toutes sortes d'entretiens avec les habitants, et essentiellement effectivement les associations, le tissu associatif, ont produit une maquette, un film, des documents graphiques, et le tout qui est rassemblé d'ailleurs sur un site internet qui permet que maintenant l'équipe municipale puisse s'en saisir. Donc c'est ce travail de terrain qui a fait émerger les 4 types de transitions que vous avez évoqués. Alors je vais les décrire rapidement puisque nous on n'a pas ce film qui explique un peu ce qu'on a fait. Donc la transition citoyenne, eh bien, elle a mis en évidence 2 types de besoins. D'abord, le premier, c'est un outil de communication qui permettent de faire émerger les différentes initiatives. C'est-à-dire que on entendait, il se passe rien à l'ODEV, mais on grattait et il se passait plein de choses en fait. Mais en fait, ceux qui savent sont ceux qui sont sur la page Facebook de l'association en question, etc. Les autres sont pas au courant. Tous les gens qui sont pas sur une page sur Facebook tout court, ils sont pas au courant. Donc on a fait émerger l'idée que peut-être ça serait un journal citoyen qui pourrait permettre de rassembler ces initiatives. Alors de fait, là on en est au 5e numéro, ça fonctionne assez bien. Les personnes qui se sont mobilisées au départ dans le cadre du Conseil citoyen, par contre, ont dû sortir du Conseil citoyen pour faire le journal, parce que c'était trop compliqué en interne, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Ça aussi, ça interpelle sur comment on peut réellement travailler un conseil. Ils étaient tous d'accord pour faire ce journal, mais après ça a été... Donc 3 personnes ne sont pas sorties du Conseil citoyen, mais disons, on crée une association en parallèle pour pouvoir monter ce journal. Est apparu aussi le besoin d'un lieu de rencontre, mais qui soit ouvert le soir, le week-end, tout le temps, qui remplace un peu les cafés, restaurants qui manquent. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a de l'activité la journée, en particulier entre midi et 2h, parce que l'ODEV est une sous-préfecture avec beaucoup d'équipements publics, donc beaucoup de gens mangent sur place, donc il y a des restaurants, puis après, tout ferme. Et donc pour les habitants, une fois que tout le monde est parti, eh bien, il n'y a plus grand-chose. Donc ce besoin d'un lieu de rencontre, et d'ailleurs aujourd'hui, ça semblerait évoluer sous forme de la création d'un tiers-lieu qui est soutenu par des initiatives privées, mais peut-être aussi publiques, à voir dans le cadre de la Maison du Projet par exemple.
Alors la deuxième transition, c'est la transition autour de la question d'habitat. Alors je dis habitat plutôt que logement parce que en fait la question du logement est apparue comme évidente, la réhabilitation du centre-ville. Mais là, bien que je sais que vous faites beaucoup de travail sur le centre ancien, c'est vrai que pour les gens, il y a l'impression qu'il ne se passe rien, quoi, que c'est toujours en ruine. Il y a encore un immeuble qui s'est écroulé. Justement, c'était là où il y avait le restaurant qui était le plus utilisé. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font que les personnes se disent que ça avance pas. Donc il y a une vraie question de temporalité, on va dire, entre les dossiers très lourds qu'il peut y avoir à gérer à la mairie pour ça et la réalité de terrain, avec aussi des demandes qui nous ont étonnés autour beaucoup des commerces. C'est-à-dire que tous ces commerces vides, les gens ne croient pas au bout du compte que des commerces à terme vont venir. Malgré tous les plans possibles et imaginables, en fait, ce qu'ils souhaiteraient, c'est pouvoir que ces commerces puissent être attribués, alors sous quelle forme, j'en sais rien, mais à des associations qui aimeraient avoir un lieu dans lequel elles puissent s'investir vraiment, ouvrir aux horaires qui leur conviennent, s'approprier quelque part ces lieux. Elles pensent beaucoup plus à une animation de ce type et à la multiplication aussi des jours de marché, parce que le marché à l'ODEV marche très très bien, il attire des gens de partout et ça correspond assez à la population qui, en tout cas les anciens comme les nouveaux, en plus a quand même beaucoup d'intérêt du point de vue d'une certaine mixité sociale, parce que tout le monde va au marché, c'est vraiment le lieu de rendez-vous. Donc cette question de la transition de l'habitat, elle s'est continuée aussi dans les remontées par une demande d'habitat participatif. Alors là, c'est plutôt les néo-arrivants, vous parliez des types de populations différents qui, eux, sont très sensibilisés à ces questions d'écologie, ces questions de développement économique et beaucoup plus proches et territorialisées, et donc qui sont demandeuses de ce type d'habitat et pas forcément en périphérie, donc peut-être plutôt en centre-ville. Avec quand même cet énorme problème qui est que dès qu'on parle de réhabilitation du cœur de ville, et là nos étudiants, pour eux ça a été flagrant, il y a toujours une demande quand on vient dans une ville qui est quand même à la campagne, d'avoir un extérieur, d'avoir un bout de jardin, d'avoir une terrasse. Et c'est pas possible parce qu'il faut garder le centre-ville en état, le classement, le périmètre de la cathédrale. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas possible. Donc il y a une vraie réflexion à avoir sur comment récupérer des espaces disponibles pour avoir des extérieurs ou, deuxième possibilité, avoir la possibilité de donner à toute personne qui a un logement au centre-ville un jardin en périphérie, comme avant finalement, où les gens avaient leur jardin. Donc ça, c'est une demande très forte, mais les gens ne savent pas comment y accéder par eux-mêmes. Un problème de parking aussi qui a été évoqué, plus que de mobilité, parce que c'est quand même une sous-préfecture, il y a tout, comme vous l'avez dit. Et donc la question du parking, avec toutes ces personnes qui viennent travailler la journée, qui prennent toutes les places, qui font que les habitants, eux, qui sont sur place, ont plus trop de stationnement pour eux. Mais peut-être qu'il faudrait qu'ils utilisent moins leur voiture, mais même s'ils utilisent moins leur voiture, de toute façon, il faudra bien qu'ils la garent quelque part, parce que ne pas avoir de voiture à l'ODEV, c'est complexe. La troisième transition, c'est la transition environnementale sur 2 points. L'aménagement de la rivière. Mais alors, bon, vous avez parlé de la biodiversité. Eux, ils parlent plutôt de faire des guinguettes, avoir vraiment le réusage de cette rivière. On a eu beaucoup d'interviews de personnes âgées qui disaient mais avant, on se baignait, on était sur les bords de rivière, les bords de la Soulondre et de la Lergue, on pique-niquait, etc. Bon. Et maintenant, on se plaint de la gestion de l'entretien, des crottes de chiens, du fait qu'on ne peut plus y aller comme avant. L'autonomie alimentaire, je ne développerai pas parce que ça a été longuement développé, mais ça a été très très demandé et il y a une liste d'attente invraisemblable sur les jardins partagés qui existent et tout le monde est en demande. Il y a même des personnes qui ont des jardins dans les villas qui sont prêtes à offrir ces jardins comme jardin partagé. Et on fait la transition économique où, comme vous l'avez dit, il y a un musée qui est connu à l'échelle nationale, mais qui, pour les gens, eux, le musée, ils y vont pas, et puis s'ils y ont été une fois, après c'est fini. Donc la question du tourisme, autour plutôt d'un tourisme de pleine nature, qui permettrait d'être
de développer dans la commune des restaurants, enfin tout ce qui manque en fait pour eux pour sortir le soir en quelque sorte, qui pourrait ne pas être que pour les touristes mais qui évidemment pourrait être pour eux. Voilà, donc ces 4 modèles, ils ont été présentés dans un débat public au cours de 4 séminaires auxquels on a montré le film, la maquette, etc. Et exposition des travaux d'étudiants. Et puis donc ce débat, il y avait des services techniques, il y avait quelques élus, des habitants, et ça a permis de conforter un peu ces entrées-là, qui sont finalement pas très différentes de ce que la commune elle-même est en train de développer. Mais les gens n'ont pas l'impression que c'est ce qui est en train de se faire. Alors, vous interpellez Madame le maire, donc on va vous laisser bien sûr répondre sur ces enjeux, et notamment parce qu'il y a de nombreuses initiatives extrêmement intéressantes. J'aimerais qu'on revienne sur une d'entre elles, c'est celui de l'habitat participatif aussi que vous mettez en œuvre, et je vous laisse réagir. Alors, oui, dans un premier temps, oui, je pense, les gens que vous avez rencontrés, ça représente finalement une petite partie des Lodévois. Et moi, c'est ce qui vraiment m'interroge sur tout le travail que vous avez mené avec les étudiants. Finalement, les gens qui participent sont les nouveaux Lodévois, hein, qui sont là depuis 3 ans, 5 ans, qui sont venus parce qu'il y avait une politique culturelle très dynamique à Lodève, et c'est ce qui les a attirés aussi bien à travers le musée qu'à travers les programmations de spectacles et d'art vivant. Et donc, ces gens sont ceux qui s'investissent et sont ceux qui ont envie de transformer la ville en ce qu'ils ont besoin qu'elle soit pour eux. Mais à mon sens, on est à peu près oui, on doit être à 5% de la population. Et moi, ce qui m'interroge, c'est tous les autres Lodévois qui peut-être portent le même regard, mais peut-être ont un regard différent, des attentes différentes. Et il me semble que la mairie doit être là pour à la fois permettre à tous les Lodévois d'exprimer leurs besoins et leur envie pour cette ville, et ne pas se concentrer du coup sur une petite part des habitants, bien qu'ils soient très très investis, quoi. Et ce qui est une très bonne chose, quoi. Donc pour répondre à cette attente-là, enfin, on est en train d'ouvrir un centre social sur Lodève qui permettra à des gens de toute catégorie sociale de pouvoir venir et exprimer le besoin ou le portage de projets, enfin monter des actions en lien avec la maison de projet en cœur de ville, qui sera la vitrine de tout ce projet urbain qui, j'en suis bien consciente, est très difficile à envisager pour les gens. Quand on monte une opération en résorption habitat insalubre, on en a pour 10 ans sur un immeuble qu'il va falloir acheter, démolir, restructurer. Ce sont des opérations qui sont tellement lourdes qu'elles sont incompréhensibles pour la population, mais par contre, il n'y a que les communes qui peuvent les mener. Parce que le privé n'a absolument pas les moyens de prendre en charge, et c'est pour ça que les immeubles ils sont dans cet état-là. Donc, il faut bien sûr expliquer les politiques publiques, mais on est sur des rythmes qui sont trop différents. Alors du coup, j'en reviens à l'habitat participatif. Là encore, c'est pas facile. On a 2 projets d'habitat coopératif à Lodève, un qui nous est arrivé, qui n'avait pas pu se monter sur une autre commune. Ils sont venus nous rencontrer, c'était il y a 2 ans, en 2019, et on a pu proposer un terrain qui était municipal, et le projet s'est monté petit à petit. Le permis a été déposé et ça va bientôt attaquer. Et c'est compliqué ces projets d'habitat coopératif parce que les banques, pour les emprunts, en fait, demandent des garanties d'emprunt à 100%. Ça veut dire que les collectivités, villes, intercommunalités, départements doivent apporter ces garanties d'emprunt-là. Et c'est pas si évident. Il a vraiment fallu que je torde le président du département de l'Hérault pour qu'il accepte de monter sa garantie d'emprunt à 50%. Mais je pense que voilà, tout le monde n'est pas prêt à accueillir ces projets d'habitat coopératif. Et sur le deuxième, en fait, la commune avait lancé un appel à projet sur une parcelle qui avait été acquise par l'établissement public foncier d'Occitanie pour le compte de la ville. On a eu des projets, une parcelle de 6000 m². Donc on a eu un projet promoteur avec 40 logements qui utilisaient complètement la parcelle, et
on en a eu plus, et un projet d'habitat coopératif, des habitants qui sont mobilisés pour faire une proposition de réhabilitation du bâtiment existant avec une construction du coup entre 20 et 25 logements dans l'existant, et sur les 6 000 m² de faire des jardins partagés qui seront ouverts sur la ville et sur les autres habitants. Donc on a fait le choix au niveau de l'équipe municipale de privilégier ce projet d'habitat coopératif, mais ça n'a pas été facile. Enfin, au sein, moi, de ma majorité, il y a eu beaucoup de discussions et j'ai dû trancher à la fin sur ce projet coopératif. Mais pour dire encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'avenir, parce qu'on parle de solidarité, d'intergénérationnel, de tout ça, mais je pense que les esprits ne sont pas forcément prêts à les accepter, ces projets-là. Non, c'est une situation intéressante et je trouve qu'il vaut la peine de mettre en rapport avec l'exposé d'Hélène Régnier, parce que moi je me souviens, je ne sais plus si c'est Clémenceau ou un autre qui disait que la République c'est le bien de ceux qui n'ont pas d'autres biens. On a l'impression qu'aujourd'hui c'est la commune à qui on demande tout. C'est la commune qui est maintenant le seul bien de ceux qui n'ont pas de biens, puisque vous évoquiez en préalable, Madame le maire, qu'effectivement vous avez non pas peut-être une commune pauvre, mais des habitants qui sont pauvres, bien sûr. Donc effectivement, entre la remontée qui a été effectuée par l'équipe de recherche et puis ensuite la nécessité d'arbitrer, il y a beaucoup de paramètres qui deviennent compliqués à manipuler, dont celui du temps, en effet. Et la question de l'habitat se gère dans le temps, bien sûr. Est-ce que là-dessus, on peut solliciter l'avis de notre grand témoin, Simon Tessouple, qui est d'une part architecte, bon connaisseur, directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, et puis surtout, effectivement, partenaire expérimenté des petites communes, de l'action dans les petites communes et de la gestion du temps, et de la gestion aussi de l'innovation. Parce que, comme vous l'avez expliqué, Madame la maire, il faut trouver des trucs, mais vous nous l'avez dit aussi. Nos deux élus ont expliqué à quel point il faut trouver des trucs, il faut être inventif à l'échelle de la commune. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est sûr que la question du temps est déterminante. C'est moi qui exerce ma profession d'architecte dans un territoire rural, dans une situation périurbaine en réalité, au sens de l'INSEE, mais j'ai l'impression d'habiter la campagne, puisque j'exerce dans un bourg de 1000 habitants. Effectivement, on voit que finalement les actions qui peuvent être conduites nécessitent beaucoup de temps. En tout cas, ce qui me marque ce matin, c'est que d'une certaine manière, les expériences que vous faites remonter sont réconfortantes quelque part. C'est-à-dire qu'on voit les prémices en fait, de transition qui sont à l'œuvre, et on voit que finalement chacun tâtonne, expérimente des choses dans un certain nombre de registres, dans des thématiques qui sont multiples. Alors parfois, voilà, ça peut être une entrée effectivement plutôt unique sur la question des mobilités, mais ça peut être aussi plutôt une vision plus systémique, peut-être comme à l'ODEV. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, ce sont des démarches qui me semblent extrêmement réconfortantes et qui nécessitent sans doute effectivement des projets sur des temps très longs. Mais qu'il faut accepter. Je pense que parce que ce temps long permet aussi sans doute une appropriation par les habitants. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, enfin, tu évoques souvent la nécessité de construire un récit avec les élus, sur le temps long justement de ce territoire. Est-ce que tu peux nous raconter, à travers des projets que tu as portés, des initiatives que tu as pu conduire, comment tu prends en compte cette temporalité longue du projet ? Eh bien, bon là je m'adresse à des élus qui, je pense, ont cette capacité de construire un récit, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on travaille nous régulièrement justement avec des élus qui ont du mal à fabriquer un récit dans lequel s'inscrit finalement l'action du temps long. Et donc nous, en tant que professionnels, je pense qu'on est là aussi pour les aider à construire ce récit. Je peux prendre l'exemple de notre propre commune où les élus nous demandaient régulièrement en fait, des micro-opérations, par exemple, je sais pas moi, retraiter les abords des équipements sportifs parce qu'ils ont conscience que ça ressemble à rien. En fait, pour ce projet-là, ce qu'on a proposé aux élus, c'est une sorte de plan guide à une échelle beaucoup plus vaste,
et qui permet surtout d'imaginer que toutes les actions qu'on mène, les micro-actions qu'on mène en fait dans le temps, puissent s'articuler et fabriquer une sorte de projet beaucoup plus vaste qui les articule. Voilà. Donc avec une vision à la fois urbaine, mais aussi paysagère, puis aussi des logiques de mutualisation d'un certain nombre d'équipements. Ce qu'on peut noter souvent dans les territoires périurbains, c'est qu'en fait, on a un urbanisme de fragments, voilà, de pièces autonomes qui sont constituées au fil du temps, chacun avec sa logique propre, un peu autiste. Vous voyez, vous avez la salle polyvalente avec son parking, l'équipement sportif avec son parking, tout ça entouré de haies. Donc ça fabrique en fait une ville qui n'est pas ouverte. Et voilà, on a vraiment besoin de faire prendre conscience à ces élus-là qui n'ont pas forcément la capacité de pouvoir le percevoir, que en fait la ville doit être ouverte à ses habitants et doit être, voilà, on doit pouvoir se déplacer facilement d'une pièce à l'autre. Donc ça rejoint toutes les questions de mobilité dont on a parlé tout à l'heure. Mais ça rejoint aussi la question de l'économie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à penser de cette manière-là, de manière articulée, on fait beaucoup d'économies parce qu'on arrive à mutualiser en fait des équipements, notamment des parkings ou des choses comme ça. Et puis en créant de nouveaux parcours pour relier ces pièces autonomes, on a aussi une action sur le temps très long qui permet d'imaginer que les habitants se déplacent autrement qu'en automobile. Moi, je voudrais aussi vraiment appuyer le fait que, en fait, dans ces territoires, finalement, on est encore, on a un héritage d'une culture moderne où la place de la voiture était reine. Et donc aujourd'hui, l'objectif consiste justement à essayer de partager l'espace public de plus en plus. Ça, c'est un enjeu considérable. C'est-à-dire qu'en fait, tous les aménagements urbains ont été faits pour la voiture. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Comment on le transforme petit à petit pour que l'espace public soit davantage partagé? C'est un vrai enjeu, voilà, c'est un enjeu vraiment considérable, parce que je suis assez convaincu, comme vous, monsieur le maire, que le vélo est une option tout à fait intéressante. Moi, j'habite dans une commune, il est encore impossible de se déplacer dans la traverse du bourg à pied correctement. C'est-à-dire qu'on est obligé de contourner les voitures mal stationnées, on est obligé de marcher sur des trottoirs qui ne sont pas adaptés. Des parents avec une poussette ne peuvent pas se déplacer, des personnes âgées ne peuvent pas se déplacer correctement. Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces personnes-là? Elles prennent leur voiture, forcément. En fait, c'est par question de facilité. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi regarder, enfin moi ce qui m'intéresse beaucoup dans les débats de ce matin, c'est aussi regarder les choses selon un angle, celui de l'architecte, c'est-à-dire de l'aménagement de l'espace. Et ça, c'est un truc que je pense qui est parfois un peu absent dans les débats sur la question justement de la transformation, enfin les questions de transition. Et je pense que les architectes, les paysagistes ont beaucoup de choses à dire justement sur finalement sur comment l'espace peut être transformé justement pour être mieux partagé par les uns et les autres. Alors justement sur ce sujet des transformations des territoires, des petites villes, vous intervenez tu interviens dans de très nombreux territoires de petites centralités, de petits bourgs. Est-ce qu'il y a des leçons d'une certaine manière que tu tires au fil de l'expérience au regard des situations que tu as rencontrées et qui pourraient servir les nombreux élus d'une certaine manière qu'on a ici présents dans la salle? Oui, il y a des thématiques qui reviennent beaucoup, hein. Il y a une thématique qui est vraiment liée à la question de l'automobile. Encore une fois, c'est ce qu'on peut appeler les grandes infrastructures de mobilité. Ce qu'un paysagiste américain et théoricien qui s'appelle Breckenhoff Jackson nomme le paysage politique versus le paysage habité. C'est-à-dire que, encore une fois, nombre de nos centres-bourgs, nombre de nos territoires finalement périurbains ou ruraux sont marqués par ces grandes infrastructures de mobilité qui les entaillent, qui les fragmentent. Voilà, donc ça peut être une route nationale, des routes départementales, des voies ferrées, et finalement, là encore une fois, ces collectivités, en fait, finalement, héritent de ces grandes infrastructures de mobilité et qui parfois posent de grands problèmes. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, je ne sais pas moi, entre Thiers et Ambert, en Auvergne, vous avez une localité qui s'appelle Oliergues, et en fait c'est une ville encaissée, avec une seule traverse où passent tous les grumiers, parce qu'on est dans une économie du bois très importante.
Et donc, c'est très difficile d'habiter, en fait, cette traverse du bourg, tout simplement parce que vous avez des camions qui passent en permanence et qui transportent le bois. Et donc, comment on assure la sécurité des habitants dans de tels territoires? Et une démarche par la soustraction que tu mets en place sur ce territoire? Oui, par exemple, à Oliargues, effectivement, ce qu'on a imaginé, comme on est dans une situation de déprise démographique considérable, et à l'aide d'images d'anciennes cartes postales, on a pu montrer que finalement le bourg n'était pas aussi dense à la fin du au 19e siècle, et que finalement le bourg s'est constitué, s'est densifié petit à petit avec l'industrialisation de ce territoire rural au 19e siècle, mais avec la déprise aujourd'hui, on peut retrouver finalement en fait des vides qui prennent la valeur, qui prennent beaucoup de valeur, puisqu'ils peuvent permettre justement au plein, donc au bâti qu'on conserve, de pouvoir disposer de prolongements dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein. C'est toutes les aménités qui souvent font défaut dans les petites centralités, terrasses, jardins, voilà, possibilité de stationner à proximité de son logement, qui est légitime, d'une certaine manière, pour les habitants qui habitent leur petite centralité. Et qui redonnent toute leur qualité au logement. Avant de prendre une question ou deux questions dans la salle, est-ce qu'il y a des remarques, observations, réactions à Monsieur le maire, Madame le maire, par rapport aux échanges que nous avons eus au cours de cette table ronde? Pas de première. Donc, alors, on poursuit avec la salle. Si une personne, deux, oui, monsieur. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Romain Robinet, étudiant en M2, bicursus architecte ingénieur à la Villette et à l'ESTP, et en parallèle vice-président à la vie étudiante à l'UNEAP, l'Union nationale des étudiants en architecture et en paysage. Je me demandais, aujourd'hui, le travail avec les étudiants qui sont en master, j'imagine, dans les territoires, notamment que vous avez décrit à l'ODEV, et du coup avec l'école de Clermont-Ferrand, quelles pratiques sont en place, dans quel cadre pédagogique ça s'inscrit, et est-ce que c'est des conventions entre les écoles et les territoires, et quelles sont les perspectives d'avenir de ces mises en place d'expérimentation entre les écoles et les territoires dans le cadre d'intégration des étudiants dans le monde professionnel et potentiellement dans le cadre PopSu et le lien entre le master et le doctorat du coup. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, on s'adresse vers les personnes interpellées. Madame le maire, Anne Sistel, Simon, Tessou. Enfin, peut-être je vais d'abord vous laisser répondre pour donner des perspectives. Non, bon, enfin moi je peux parler de l'expérience sur l'ODEV, j'en ai eu d'autres avant. Ça vient aussi d'une demande d'une forme d'utilité sociale de l'étudiant. L'étudiant a de plus en plus envie d'être sur le terrain et de voir ce qui se passe. Et là, je dois dire que malgré le Covid, on a quand même réussi à y aller. Je dois dire qu'à l'ODEV, pendant un temps, il n'y avait pas de confinement et il y en avait un à Montpellier. Ça a beaucoup plu aux étudiants. Ils voulaient vivre à l'ODEV, comme ça ils pouvaient continuer à vivre normalement. Mais bon, passer cette petite anecdote, c'est vrai que y a une vraie demande des étudiants et on essaie d'y répondre. Alors quand je dis on, l'équipe dans laquelle je suis, c'est pas forcément le cas général à l'école de Montpellier. Ça se situe pas forcément dans le cadre de convention, dans le sens où les studios de master sont très courts. Finalement, ça commence en septembre, ça finit quasiment mi-décembre, juste avant les vacances. On a à peine le temps d'arriver qu'il faut partir. Donc on essaie de trouver, par contre, en préalable, des lieux sur lesquels les étudiants vont pouvoir venir s'installer, se poser. Et c'est ce qui s'est passé là pour le Conseil citoyen, qui en plus était en plein centre de l'ODEV et du centre ancien. Et donc ils étaient vraiment immergés. Ils arrivaient le matin, ils passaient toute la journée. Certains passaient 2 jours, certains restaient même le week-end, revenaient. Et ils ont comme ça développé des affinités avec un certain nombre de personnes qu'ils ont continué à voir. Je sais qu'il y en a qui continuent à les voir. Le fait de faire un film aussi, ça a beaucoup aidé à cette communication-là, etc. Et donc, le travail des étudiants aussi est facilité par le fait que maintenant, ils travaillent moins sur table, mais beaucoup plus sur leur ordinateur, dans un petit coin quelque part. Et là, eux aussi se sont rendus compte qu'il manquait un lieu comme ça, parce que s'ils n'avaient pas eu ce local citoyen qui est quand même assez minuscule, il faut bien le dire, ils n'avaient aucun endroit où se poser, quoi, par la boulangerie où il y avait 2 tables.
C'est-à-dire que on a vécu, Ils auraient nous, pu aller à in la situ. médiathèque. Oui, mais il voulait être au cœur de ce qui se passait avec les gens, pouvoir discuter, etc. C'est vrai que il y a plein d'équipements, on est d'accord, mais ça ferme à telle heure. Il faut montrer patte blanche. Enfin, ils ont ressenti, et du coup, à partir de là, je crois que c'est eux qui ont fait le travail. Moi, je n'ai fait que constater, comme eux, qu'ils étaient... Après, c'est vrai que les associations avec lesquelles on a travaillé, c'est celles qui sont le plus présentes, qui sont venues nous chercher, ils sont venus nous voir, et maintenant, par contre, ils nous demandent pourquoi on s'en va. Et ça, c'est un vrai problème. Après, le lien entre le master et le doctorat, pour finir, c'est vraiment au coup par coup. J'ai 2 étudiantes, là, enfin, des chercheuses qui étaient au laboratoire, qui vont faire un doctorat, qui ont travaillé sur la ville de Lodève pendant donc 1 an et demi, et qui maintenant continuent sur un doctorat sur ces questions des transitions et sur l'ANRU aussi. Comment l'ANRU, avec le même programme, peut définir des projets sur un centre ancien et en même temps avec le même programme sur un grand ensemble. Comment finalement, voilà, bon, c'est un autre sujet, mais pour vous montrer que ça a des retombées. Ces ateliers des écoles nationales supérieures d'architecture, on les retrouve aussi à Clermont-Ferrand, sûrement peut-être Simon Tessot aura quelques mots, mais on les retrouve aussi dans les écoles d'urbanisme. Je vous laisse réagir, et à l'université. Alors nous, c'est vrai que l'atelier, c'est vraiment... Nous, on fait participer les étudiants sous forme d'ateliers. Dans les instituts d'urbanisme, c'est vraiment le centre en fait, de la formation, des ateliers qu'on appelle professionnalisants, et des recherches, actions comme celle qui nous est permise avec PopSU Territoire, en fait, ça nous permet de créer des conventions et d'avoir des budgets alloués justement à ces ateliers pour les étudiants, de co-construire vraiment la demande à faire aux étudiants avec, en l'occurrence, le maire de Villers-Semeuse, et de les faire participer d'une part à la recherche, mais aussi de les professionnaliser, de leur faire rencontrer des acteurs professionnels. Donc il y a vraiment un double objectif, à la fois le côté professionnalisant s'ils veulent partir vers l'opérationnel, et aussi l'aspect recherche, si jamais, par exemple, ils veulent partir vers plutôt du doctorat ou des fonctions de recherche. Donc, je sais pas, monsieur le maire, ce que vous en pensez, mais ce qui est vraiment, je trouve porteur quand on mène une recherche comme PopSU Territoire, c'est cette possibilité justement d'allouer des moyens pour ces ateliers-là et d'avoir cette double injonction opérationnelle et recherche. Merci. Alors, peut-être un mot pour l'école d'architecture de Clermont-Ferrand qui effectivement développe des ateliers hors les murs dès la 3e année dans des territoires ruraux, et ça se fait à partir de partenariats, pour répondre très concrètement à votre question, voilà, avec une participation financière aussi de ces collectivités. Ça peut être en rapport aussi avec un parc naturel régional et des communes de ce parc. Et évidemment, c'est des expériences que nous poursuivons dans le cycle master. Voilà. Alors ce que je souhaiterais dire, c'est que en fait, c'est des expériences de ces ateliers hors les murs sont extrêmement intéressantes pour les étudiants qui vont au contact des réalités, c'est-à-dire des réalités vécues par les habitants, par les élus. Voilà, ils prennent connaissance des problématiques qui vont être mises sur la table par les élus. Et à contrario, en fait, les étudiants, par leur travail, par leur conception, vont stimuler des imaginaires que les élus vont pouvoir peut-être se réapproprier pour ensuite mener des actions très concrètes. Et puis il y avait une autre dimension aussi dans votre question, c'était peut-être aussi l'articulation avec le monde professionnel. En tout cas, l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, nous travaillons aujourd'hui sur 2 projets, voilà, qui sont en cours. Hein. Notamment, c'est d'imaginer un incubateur en lien avec la formation HMO, donc l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, pour accompagner des jeunes architectes vers des formes de professionnalisation et en lien avec les thématiques portées par l'école d'architecture qui sont autour des questions de ruralité, de territoires en marge, etc. Et puis nous avons aussi l'opportunité peut-être de développer des résidences pour jeunes architectes dans des territoires ruraux avec un partenariat avec les petites cités de caractère de la région Auvergne-Rhône-Alpes que je vais rencontrer prochainement pour voir si effectivement on peut imaginer en fait, de mettre le pied à l'étrier de nos anciens étudiants, donc jeunes professionnels, dans les territoires ruraux, petites centralités, voilà, toujours encore une fois en lien avec les grandes thématiques portées par l'école d'architecture de Clermont-Ferrand.